Il est l'heure. L'heure de s'éveiller dans une autre réalité. Sur une toile vierge que j'ai peinte avec passion, dans la paix. Dans mon nouvel âge, le choix est vôtre. Soit vivre en totale sérénité, soit dans la lutte. Vivre dans une heureuse prospérité ou dans la rivalité. Vous pouvez combattre en ennemis jurés ou unis comme des frères. Mais la tempête se prépare. Et bientôt, vous découvrirez que même dans ce nouvel âge, une constance demeure. Il y a toujours une cause pour laquelle combattre. Dans les 3 ou 4 mois qui viennent, nous serons en mesure de donner au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée de 25 à 50 000 tonnes de céréales à chaque pays et nous nous chargerons de leur transport qui sera gratuit. После переворота в Киеве в 2014 году, особенно после начала СВО, Украина стала представлять просто рай для педофилов всех мастей, особенно для британских. На Украине длительное время действует преступная группа, которая занимается вывозом детей с Украины и переправкой их в Великобританию, где они попадают, простите за такое слово, в руки педофилов, высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит этой группой бывший сотрудник службы безопасности Украины Борисов Сергей Владимирович. Детей ищут из малообеспеченных семей, из семей вынужденных переселенцев. Поводом для вывоза их за пределы Украины, но чаще всего это обучение в учебных заведениях на территории Великобритании, лечение, ну или вообще, как они пишут в некоторых документах, спасение от ужасов войны. Данная преступная группа работает с соблюдением всех норм конспирации, требований конспирации. Veuillez regarder la caméra devant vous. Vous tous ici présents. Merci beaucoup d'avoir joué avec moi. Le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé. Bonjour à tous, c'est l'heure, on va jouer à un jeu. Vous avez tous prétendu me guérir. Moi, ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous est bien réel. La seule chose que je n'ai pas prévue, c'est votre anesthésie. Mais croyez-moi, vous allez vouloir rester conscient. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. Je vous en prie, n'hésitez pas. Mettez un morceau suffisamment gros de votre tissu cérébral dans le récipient en verre. Ça vous sauvera la vie. Il ne s'agit pas d'un châtiment, c'est une renaissance. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Я капитан Низовцев Евгений Александрович, командир 7-й роты 116-й бригады. В
Впереди смерть. Остановитесь и не идите вперед. Потери идут невозвратные. Очень много погибших. Со 100 человек роты осталось человек 40. Просто остановитесь. Hello, initiates, and welcome to Module 1 of the Illumicorp video training course. I would like to officially welcome you as a member of the team. You've joined our organization at perhaps the most exciting point in our long history. Our founders shared a passionate dream to transform this country and eventually the whole world into one cohesive organization. When Illumicorp finishes gaining centralized control over the resources of the planet, and we will, we can then organize, distribute, and govern for the benefit of all. After competition and dissent are eliminated, we will build a utopia for the people of the world to share based on need and rejoice together in a harmonious new world. This presentation is designed to enlighten you about our organization's goals and achievements. As your guide, I will help to answer some basic questions you might have about Illumicorp and familiarize you with the valuable role you will play in helping us reach our prime objective. So please, take a tour with me as we march together towards an exciting new world. All people are aware of class. To them, society is made up of the rich, the middle, and the poor. The one thing that all three classes don't understand is that the pyramid continues upward. There is a detached hidden capstone made up of an elite board of directors who own and manage Illumicorp. The three classes below, in essence, become the assets and resources of Illumicorp. Illumicorp is divided into various administrative branches, but each branch has the same 5 levels in their hierarchy. You will begin at the bottom, in the Initiate category. As such, your role will be to make sure that your orders are carried out through the sub-corporations and institutions controlled by Illumicorp. You will be placed in plain sight, at the head of a company or institution in the public sector, to carry out the plans delivered from above. Remember, your role is very important. You will be the face of Illumicorp to the outside world. You are our connection to the masses below. Never speak publicly about your orders or your masters. Now let's look at Illumicorp's 6 administrative branches and their functions. You will be placed in a top position of power among one of the following sectors. In this way, as you are monitored and guided from above, you will decide strategy and introduce programs that further our goals. For that is the secret to Illumicorp's success. Control the head, and you control the body. This is potentially Illumicorp's most effective instrument for global control. Through international banking, we manipulate the fate of all countries. We have introduced many institutions, such as the IMF and WTO, that work in our favor to impoverish disobedient nations. Always remember, debt is a powerful weapon against countries that don't share Illumicorp's vision. Perhaps our greatest achievement in banking is the Federal Reserve System. It is a collection of international banks owned by Illumicorp members and financiers. It was created to form a centralized banking system through the Federal Reserve Act of 1913, an act that was indeed penned by some of our most esteemed members. Many of you might still assume that the government itself prints and issues the currency. That is not the case. When America needs money, they go to our boys and ask for it. The money is printed, but it is only representative of a loan. Interest accrues on that dollar until it is paid back to the Fed. In fact, the federal taxes paid by the American population go almost entirely to paying off this debt.
So you see, Illumicorp derives a healthy amount of its operation funding directly from the debt of the public. Needless to say, this is one of our most crucial sources of funding and one of our proudest achievements here at Illumicorp. Through mergers and acquisitions, we have slowly and silently bought up the majority of U.S. industry. Illumicorp and its members own most of the oil, transport, banking, media, food and communications industries in America and abroad. Through fewer and fewer conglomerates, we are able to effect with great precision the machinations of labor and government. Ultimately, corporations will replace government as a centralized international body that can meet the needs of the public worldwide without the chaos created by national self-interest. When Illumicorp goes public, corporatism will be the foundation for world government. Conglomerates will merge into one cohesive corporation that is responsible only to Illumicorp and the needs of its global employment force. Illumicorp's control of the American military is another impressive tool in our possession. We have nurtured these institutions lavishly to serve as the prototype for our global police force. When ready, our technology and manpower will dominate those who oppose the coming new world order. By utilizing American patriotism, we have fostered in the American soldier the philosophy of peace through superior force. When the time is right, we will migrate that mentality towards the belief in a global government who must protect all people through superior force. We have used the American military-industrial complex to build the arsenal necessary to instigate the final cleansing outlined in Illumicorp's great plan. Our primary target will be Islamic nations who will never submit to our Western-centric domination. They also hold much of the remaining oil reserve of the planet. Illumicorp must own that precious resource, as it is crucial in maintaining our domination over the countries of the world. Through Illumicorp's enormous federal funding of the military, we can develop new forms of warfare and population reduction. The public can't imagine what we were in the process of developing. Soon, even the weather will be a weapon under our control. We will be able to create droughts, floods, hurricanes, and even tsunamis with no fingerprints attached. The political system of America has been under direct control of Illumicorp for some time. It was actually a relatively easy acquisition, and has been even easier to manage. Politicians know of our unspoken agreement, and will do anything to stay in power. A two-party system benefits Illumicorp, in that it reduces all issues into a black and white debate. Through media, we can play side against side, using each where necessary to support our goals. Due to a diminishing faith in the system among the public, Illumicorp has designed a rogue candidate program to provide a voice for the dispossessed. This disperses the impetus for dissent among those who do not feel represented by our candidates and builds a database of potential dissidents. At the turn of the last century, Illumicorp took a serious interest in public education. Our Supreme Council realized that by creating a private organization to dictate curriculum on a federal level, children could be conditioned into obedience on a mass scale. In the interest of promoting Illumicorp principles in the classroom, hundreds of millions of dollars were invested to create the General Education Board in 1902. The result of doing this is evident today. The doctrines of public education have transformed recent generations into a weaker, more docile mass. Through meticulously planned curriculum, we have control over the process by which the average child learns. Thus, we can mold them into obedient workers who are conditioned to accept the implementation of the Great Plan. In addition, Illumicorp has set up many associations, including the American Historical Association, that determine and uphold the official view of history. Knowledge is power, so we must at all costs be the authors of the truth.
By writing history to suit our interests, dissenting voices cannot gain ground, and we can vastly influence culture to achieve our prime objective. IllumiCorp uses the media to shape the public's opinion about current events and condition desired attitudes about our future agenda. Through news, entertainment, and advertising, we can program a variety of emotions and responses into the collective unconscious. In the past, we were limited entirely to print media, but now we have multiple mediums to utilize in programming and conditioning the masses. With cable news, we have directed the public to a more entertainment-based consumption of world events, infotainment. This medium is far more effective at subliminal reinforcement of desired attitudes towards our objectives. For instance, we are currently instilling a sense of duty towards environmental issues. With our growing control of the weather through HAARP and chemtrails, we will scare the public into accepting our global protection agendas. We will then phase into the great cleansing which must occur to return the global population to a manageable size. We reinforce the desired norm through advertising, creating a model for people to live up to that is virtually impossible. The result is an incomplete, desperate individual seeking acceptance. Through reality television game shows, we repeat the pattern of individual survival versus group survival. This breaks down the idea of community and breeds individuals who seek only their self-interest. With a public that is constantly suspicious and scheming, we maintain the status quo of a divided population that never thinks to look up. Religion has served its purpose incredibly well. It is the oldest and perhaps the broadest form of social control utilized by IllumiCorp. With religion, there is a written code of conduct that must be followed. The authors of the Holy Scriptures knew quite well how to lace that code with commands to maintain their dominance over the population. This system has survived through millennia to hold the flock together and bring us to today. Admittedly, religion is losing its power for control. However, the fanaticism that has arisen due to this decline is particularly helpful to IllumiCorp. Our invisible influence in the Church has helped bring the Christian fundamentalists out of the background. We control their opinions on current issues through policies designed and written right here at IllumiCorp headquarters. They are sent to our ministers, who then preach the Word of God and their interpretations of the Bible to their followers. Their blind faith is used to transform them into willing soldiers to defend our cause during the catastrophes ahead. As the final phase is enacted, we will propagate end-time prophecy to convince them of their convictions. The rise of Islamic fundamentalism works to IllumiCorp's advantage as a threat that will demand violent action. In the coming years, planned terrorist attacks will warrant a full-scale retaliation and initiate the final phase of the Great Plan. Christians will support our actions, since they will believe them to be proof of the end times prophesied by IllumiCorp's religious leaders. Now that you have a basic understanding of how we work over here at IllumiCorp, I would like to introduce you to one of our latest projects, the Control Grid.
Since ancient times, it has been the desire of the Illumins to wield control of the masses below, both to protect us from them and them from themselves. The tools through the ages have been effective, but always blunt and inaccurate. But now, with the release of new technology to the masses, we have the real ability to implement a control grid with finance, industry, government, and military under our strict control. We can safely ship the population into a new world, monitored and controlled by Illumicorp. Technology such as the internet, GPS, and RFID chips are pillars of the invisible prison we are erecting around the people. Within the decade, we will have real ID cards that contain criminal records and pertinent information, all linked to federal databases. Cell phones will tell us where each individual is, linked to the same database. Through intelligence agencies and Homeland Security, we will monitor individuals who oppose the Great Plan and remove them from the grid. Quickly, the population will learn that they have a choice: support the system and benefit from its luxuries, or reject it and lose access to the grid. Well, that was quite an overview. I hope it gave you an understanding of our process and basic overall structure here at Illumicorp. Don't worry if you can't remember specific details at the moment. Once assigned to your administrative branch, you will be shown the second Illumicorp training module. Your initiate supervisor will brief you on your specific duties at that point. Also, please review your copy of the Great Plan and the attached code word and symbols booklet. You will need to know the ways we communicate internally through public channels. This concludes part 1 of the Illumicorp video training module. I wish you the best of luck, and may our plan complete in secrecy. The dawn of a new era is on the horizon, and it will shine gloriously over the new world that we have built together. Little balls. I even like saggy balls. They don't really bother me. So it's good news for all the dinosaurs out there tonight. But my favorite ball, can I tell you, is an eyeball.
pas. Pourquoi fabriquer des crétins? Alors, il y a des raisons historico-économiques. Hein. Il faudrait remonter à ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, 1999-2000, qui décide, c'est une directive européenne, hein, là c'est facile à vérifier pour tout le monde, qui décide que nous avons besoin de 10% de cadres, 10% de cadres de haut niveau, bien formés, etc., et 90% d'une main-d'œuvre multitâche. Ce qui d'ailleurs correspond à l'état du libéralisme actuel, qui a rien à voir avec le capitalisme des années même 60, où on avait une progression globale des classes moyennes, etc., qui essayait de monter, et d'ailleurs d'une génération sur l'autre, très souvent ça montait effectivement. Là actuellement, les classes moyennes savent, si elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont vraiment au taquet, savent qu'elles sont en train de s'effondrer. Que par exemple, pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, l'accès au logement lui est infiniment plus difficile que ce que cela a été pour ses parents. Donc, ces gens-là vont être... on va pas essayer de les former véritablement d'une façon supérieure, on va essayer de les former à minima. D'abord, ça coûtera moins cher, à tout point de vue. Et ensuite, comme de toute façon, l'emploi à vie c'est terminé, on va leur faire 10 boulots différents, etc. Ils seront, comme on disait autrefois, taillables et corvéables à merci. Et en plus ils seront incultes, hein, et plus ils feront ce qu'on leur dira. Donc, supprimer l'école telle qu'elle était, remplacez-la par Cyril Hanouna, et vous avez le résultat. Donc vous dites... mais c'est un calcul. Que ça fait partie d'un calcul, c'est un calcul véritable à un niveau européen. Vous n'avez les pays qui actuellement caracolent en tête des classements sont très rarement des pays européens. C'est Singapour, c'est certaines régions de Chine, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, etc. Les dragons émergents, vous savez, comme on dit. Bon, en Europe, les seuls qui, pendant un certain temps, ont surnagé, c'était les pays scandinaves. C'est fini. Il faut rappeler, Superphénix, c'était le réacteur à neutrons rapides qui mange les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires. Ça permettait Superphénix de produire énormément d'électricité en gérant les déchets nucléaires des autres centrales. Donc une solution incroyable. Et la fermeture de Superphénix, eh bien, était un acte, un péché originel en quelque sorte, puisqu'elle déstabilisait toute la filière nucléaire. Après l'acte 2 de cette opération, ben, c'est François Hollande, avec deux acteurs majeurs. François Brottes, le député François Brottes, rapporteur de la loi de baisse de la part du nucléaire à 50% de notre mix électrique, rapporteur de la loi de développement des éoliennes, je le rappelle, toujours le même système, et il est nommé président de RTE, la société chargée du raccordement de l'électricité, dans un pantouflage incroyable. D'ailleurs, à l'époque, François Bayrou s'était offusqué de ce pantouflage. Et le collaborateur de François Hollande, monsieur Piacheski, Xavier Piacheski, retenez bien ce nom, parce que Xavier Piacheski était collaborateur de François Hollande pour la baisse de la part du nucléaire et le développement des éoliennes. Et après la démission de François Brottes, patron de RTE, il a été nommé patron de RTE et il a pris comme collaboratrice la déléguée générale de France Énergie Éolienne, Pauline Lebertre. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient nous expliquer EcoWatt et qui vient nous expliquer les pénuries d'électricité, comment nous allons faire pour gérer cette crise énergétique. On est dans les pompiers pyromanes, c'est-à-dire que tous les acteurs qui ont été au cœur de la destruction de notre système énergétique sont ceux qui sont aujourd'hui. Et enfin, l'acte 3, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne annoncent la fermeture de Fessenheim, un réacteur nucléaire qui produisait 11 TWh que nous exportions principalement à l'Allemagne, contribuant à créer, justement, à abaisser notre déficit commercial. Et depuis la fermeture de Fessenheim, eh bien, nous importons 11 TWh, en tout cas l'année dernière, on a importé 11 TWh d'électricité d'Allemagne. Avec le tarif spot, ça fait 3 à 4 milliards d'euros qui contribuent au déficit commercial. Pour ce qui est d'Astrid, Astrid était la reprise de Superphénix. Hein, c'est-à-dire les réacteurs en neutrons rapides qui mangent les déchets nucléaires, on le relançait. C'est-à-dire, et là, Emmanuel Macron, contre toute attente, a supprimé le projet. On avait déjà dépensé 500 millions d'euros. Et qui a repris Astrid? Eh bien, c'est Bill Gates. Bill Gates qui vient de recevoir plusieurs milliards de dollars
du département à l'énergie américain pour lancer un réacteur à neutrons rapides mangeur de déchets nucléaires, la technologie pour laquelle nous avions 30 ans d'avance et qui aurait permis, et ça c'est l'Office parlementaire des choix technologiques, d'assurer 1000 à 2000 ans de souveraineté énergétique avec les déchets nucléaires que nous avons sur notre sol et avec une puissance 100 fois supérieure aux centrales nucléaires actuellement en activité. C'est-à-dire que nous avons abandonné un projet extrêmement vertueux pour notre pays, assurant notre souveraineté pendant des années, et nous avions 30 ans d'avance, et nous avons laissé les États-Unis et Bill Gates reprendre ce projet qui aujourd'hui est en plein développement aux États-Unis. Et voilà, Macron a offert ce cadeau à Bill Gates, celui-là même qui veut éradiquer 90% de la population à coup d'injection expérimentale grâce à l'achat de l'OMS, l'Organisation mondiale suprême de la santé. Merci qui? Merci Macron. Jim, le veilleur, auteur de la première heure, vous donne également ses impressions sur ce sujet brûlant et abject. Mes amis, il y a une trahison, énorme trahison nationale qui a été perpétrée par Macron. Alors je voulais vous parler de Bill Gates, mais ce dernier est tellement monstrueux sur tellement de facettes que je crois que j'aurai pas assez de 10 minutes pour vous expliquer la monstruosité de Bill Gates. Je crois que je vais devoir faire plusieurs volets sur Bill Gates. C'est énorme. Alors là, cette trahison nationale de Macron, il faut quand même que vous la partagiez. Il faut que vous soyez conscient de qui est ce mec et de ces trahisons qu'il perpétue en permanence contre la France et le génie français. Écoutez-moi bien, tout ça vous pouvez le vérifier. La France avait inventé un super réacteur à neutrons qui s'appelait Super Phénix. Ça se vérifie, il n'y a aucun souci. Qui s'est ensuite fait baptiser le projet Astrid. On a dépensé 700 millions d'euros. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est simple, c'est un super réacteur à neutrons dont seule la France avait le secret, qui mange les déchets radioactifs. D'accord? Et je vais vous dire un truc, la France avait 30 ans d'avance sur les autres pays sur cette recherche-là et sur ce type de réacteur qui fonctionnait. Écoutez-moi bien, ce type de réacteur est 100 fois plus puissant. La puissance est 100 fois supérieure à nos réacteurs nucléaires actuels. On a tellement de déchets nucléaires que ça nous permettait d'avoir une souveraineté énergétique quasiment gratuite pour 1000 voire 2000 ans. Vous vous rendez compte? 700 millions d'euros dépensés, ça fonctionnait, c'était pré-marché. Vous savez ce qu'il a fait, Macron? Il a arrêté et il a donné le projet à Bill Gates. Bill Gates qui récupère le bébé, pour lequel il reçoit des milliards de subventions du département américain, d'accord? Et pendant ce temps-là, vous, à partir de demain, vous allez payer 10% plus cher l'électricité. Ça s'appelle une trahison nationale, mais une haute trahison nationale. En attendant, nous allons payer l'électricité de plus en plus cher. Et la cerise sur le gâteau macronien, c'est que vous savez déjà de quelle façon le président le plus pourri de l'histoire en France a réussi à nous brouiller avec le Niger, notre principal fournisseur d'uranium pour les centrales nucléaires françaises. Il ne fait rien à moitié, Macron. C'en est trop du paternalisme déplacé de Macron envers des pays d'Afrique, et en particulier du Niger, dont il vient stupidement nous compromettre des ultimatums militaires complètement déplacés. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso déclareront ouvertement leur solidarité avec le pouvoir nigérien, et sur ce coup-là, on peut dire que la fracture France-Afrique est bien consommée. Emmanuel Macron a donc bien réussi cette performance d'isoler la France plus que jamais d'un continent exploité depuis des décennies, qui refuse dorénavant les aides de la France, qui en réalité ressemble à un détroussage méthodique fomenté par l'Occident. La sanction ne tardera pas à nous tomber dessus puisque 25% de l'uranium importé en France provient précisément du Niger. Il ne faut pas s'en cacher, cela fait trop longtemps que la France et bien d'autres pays d'Europe se gavent sur les ressources naturelles africaines par des manœuvres politiques et commerciales particulièrement injustes. La politique énergétique française a été infiltrée et sabotée de l'intérieur au sein même du gouvernement pour promouvoir les énergies dites renouvelables et mettre fin à l'hégémonie de l'énergie nucléaire. Quelques noms pour illustrer cet état de fait.
Corinne Lepage, ministre de l'Environnement sous Jacques Chirac, au milieu des années 90, a mis tout en œuvre pour fermer le réacteur nucléaire Superphénix, fleuron de la technologie française. Elle est depuis avocate des promoteurs du marché éolien. Tiens donc. Des petits arrangements entre amis qui piègent définitivement la France et toute la population. N'oubliez pas qu'on sera bientôt tous obligés de rouler avec des voitures électriques aussi. Mais avec quelle électricité? Et à quel prix? Dans ces moments difficiles, il ne faudra pas oublier que le savoir-faire français a permis la création de Superphénix, un réacteur qui aurait pu nous donner une autonomie énergétique pour au moins 2 millénaires, que le gouvernement Jospin a commencé à clore, ce projet en 97, et que Macron a définitivement fermé en 2019. Pour conclure ce chapitre, nous aurions pu bénéficier d'une électricité à très bon marché pour des siècles grâce au réacteur Superphénix, mais c'est Bill Gates qui remporte le bébé. Nous aurions pu bénéficier d'une énergie presque gratuite pour l'éternité grâce à la fusion froide, mais la mise au point de ce type de production n'a jamais été financée. Il faut bien que vous compreniez une chose. Dans un monde qui repose sur l'asservissement des peuples, il faut absolument que les citoyens travaillent pour les riches et soient contraints de payer pour les riches. Si l'électricité devient gratuite, les riches ne pourront plus nous vendre d'énergie, ni de carburant fossile, ni quoi que ce soit. Donc les gouvernements sont toujours à la recherche de sources d'énergie qui sont forcément lucratives. Pourquoi vous ai-je raconté tout ça? Vous avez bien regardé la tour Wardenclyffe. Vous l'avez bien observée. Ça ne vous rappelle rien de familier. Faites un petit effort. Je vous ai dit que les choses ne sont jamais mieux cachées que lorsqu'elles sont exposées à la vue de tous. Fermez les yeux. Imaginez maintenant que vous êtes sur une route de campagne. Essayez de visualiser tout autour de vous un paysage vallonné. Et sur une butte qui se dresse à l'horizon, que voyez-vous? En fait, ces tours font tellement partie du paysage et elles sont là depuis si longtemps qu'on ne les remarque même plus. Elles quadrillent nos campagnes, distantes les unes des autres d'une vingtaine de kilomètres. Bien qu'imposantes, protégées par de hautes clôtures et implantées sur des terrains militaires, elles se sont fondues dans le décor. Vous savez, les gardiens du troupeau sont loin d'être stupides. Et ils ont compris la valeur de l'invention de Tesla et le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Sauf qu'ils ne pouvaient pas nous faire payer avec ça. Et ça, ce n'était pas bon. Vous croyez qu'ils auraient renoncé pour autant? C'est mal les connaître, puisqu'ils ne pouvaient pas placer un compteur sur ce système très économique sans soulever l'indignation des masses. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait croire que l'électricité venait d'ailleurs. Il leur fallait trouver une astuce, un leurre, un paravent, quelque chose comme un os à ronger pour détourner l'attention des peuples. Un mode de production électrique suffisamment controversé pour occuper les esprits des moutons pendant qu'ils pourraient exploiter cette énergie gratuite tombée du ciel. Et ils ont mis ça en place partout. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Les centrales nucléaires sont des épouvantails parfaits, compliquées, monstrueuses, dangereuses. Elles permettent néanmoins de centraliser l'énergie Tesla sans que personne ne puisse s'en apercevoir et surtout de gonfler la facture sans que personne ne trouve à discuter. Quand le mouton a peur, il est prêt à tout accepter. Quand c'est pour la sécurité, tout est permis. Oui, ça y est, je parle bien de ces tours-là, dont on nous dit qu'elles sont simplement des radars militaires, également affiliés au service de la météo nationale. Ne vous y trompez pas. Tout ce qui est météorologie est stratégique. Cela justifie le fait que toutes ces installations soient militaires et que les centres météorologiques se trouvent toujours dans des bâtiments hautement sécurisés. Les bulletins météo destinés au grand public arrivent évidemment en bout de chaîne. Comparez maintenant ces tours radars avec les plans de la tour Tesla. Et s'il s'agissait en réalité des tours Tesla
habillés en autre chose. Pensez-y, les centrales nucléaires ne sont finalement que des centrales à vapeur. Or, voyez ces énormes colonnes de vapeur qui s'échappent des tours de réfrigération des centrales. Vous ne pensez pas que c'est du gaspillage et qu'on devrait logiquement récupérer cette vapeur au lieu de la perdre? Depuis le temps, vous ne croyez pas que d'autres systèmes auraient pu être ajoutés pour transformer ce surplus de vapeur en énergie jusqu'au refroidissement complet? Sauf si les centrales nucléaires sont des leurs. Sauf si nos maîtres s'en fichent parce qu'ils disposent de l'énergie gratuite et illimitée de Nikola Tesla. Ils ne vont pas dépenser de l'argent pour installer des tuyauteries supplémentaires, faire tourner encore plus de turbines avec cette vapeur inutile. Et puis cette vapeur, elle fait illusion. Elle impressionne le mouton qui a besoin de voir quelque chose pour se convaincre que le bidule est utile et qu'il fonctionne. Vous savez que cet été, de nombreuses centrales ont été mises à l'arrêt en France à cause de la canicule. Pourtant, nous n'avons jamais manqué d'électricité. Quand nos maîtres vous parleront du grand reset avec une doucereuse insistance défendant la nécessité de refondre l'économie, l'éducation et l'écologie, demandez-leur de vous rendre d'abord ce qu'ils vous ont volé il y a plus d'un siècle, l'énergie. Donc, il y avait cette société, la London Electrobus Co., qui exploitait en 1908 une vingtaine de bus électriques dans les rues de Londres. Ceux-ci n'étaient pas les seuls. Il y avait de nombreux autres types de camions électriques. Nous verrons des brochures de vente d'époque extrêmement bien fournies dans quelques instants. Sur cette photo, nous avons même un camion électrique de livraison de la société Coca-Cola en 1905. Intrigué par tout ça, j'ai continué mes recherches, et il y avait également de nombreuses voitures électriques à l'époque, et même plus tôt. En 1910, Edison proposait à la vente une voiture électrique capable de faire une course d'endurance de 1600 km. La Fritsch proposait 160 km par charge de batterie, une capacité plus qu'honorable pour une voiture de 1909. 115 ans après, aujourd'hui, les batteries fournissent seulement 500 km par charge. Qu'ont fait les scientifiques pendant tout ce temps? On imagine facilement l'industrie pétrolière et ses énormes profits à venir faire pression pour ralentir ou stopper le développement de technologies concurrentes. Une autre caractéristique de la Fritsch était un système de régénération dans lequel le moteur devenait un générateur lorsque la voiture descendait en roue libre, rechargeant ainsi partiellement les batteries, caractéristique remarquable pour l'époque. Il y avait aussi la Babcock Runabout, vendue pour 1600 $. Sur ce prospectus, dont l'original est conservé à la New York Public Library, il est écrit que la Babcock Runabout électrique a effectué une tournée dans l'Illinois de 2000 km sur une batterie. On se demande si c'était une charge. Nous avons des croquis expliquant que le changement de batterie était prévu et simple à effectuer. Comme pour les camions électriques, nous verrons tout à l'heure une brochure très bien fournie des voitures électriques à la vente à cette époque. En 1921, plusieurs articles sont parus dans la presse américaine présentant une voiture avec un générateur atmosphérique puisant l'électricité dans les airs. 2 sphères en laiton sont utilisées dans ce système. Rendez-vous compte, une énergie réellement libre et inépuisable. On peut lire dans un article du Denver Post du lundi 8 août 1921, ceci est un article sur C. Earl Hamann et sa voiture à moteur générateur atmosphérique. Un homme de Denver invente un générateur qui prend l'électricité de l'air et propulse une automobile. Il pense qu'il a un appareil qui révolutionnera l'énergie et l'éclairage et lui donne un test dans les rues de la ville. Une invention a-t-elle été faite qui révolutionnera le monde électrique? L'appareil conçu par un homme de Denver fera-t-il fonctionner des bâtiments, des automobiles, des cuirassés
des centrales électriques par l'approvisionnement illimité en électricité dans l'air. Les experts en électricité de Denver disent oui, et le jeune inventeur C. Earl Hamann a démontré lundi son invention en l'attachant à une vieille automobile et en la faisant fonctionner dans la ville. Le générateur atmosphérique est le nom de l'appareil Hamann. C'est un objet compact et cylindrique avec deux petites sphères en laiton dépassant du sommet. À l'intérieur, dit Hamann, se trouve un arrangement de fils d'acier et de minéraux, de manière à tirer l'électricité de l'air, à la condenser et à l'utiliser pour la puissance motrice. L'automobile qu'Hamann a utilisée pour sa démonstration lundi était la carrosserie et le châssis d'un véhicule électrique. On dit qu'il n'y a pas de batterie dans la voiture. Il s'est propulsé à une vitesse remarquable au toucher du pied, a gravi des collines et a glissé à travers un labyrinthe de circulation sous un contrôle facile. Lorsque des personnes sceptiques lui ont demandé s'il avait une batterie de stockage dissimulée à l'intérieur du cylindre de puissance, Hamann a déclaré « Aussi mal que je voudrais montrer l'intérieur de mon invention, je ne peux pas, car je n'ai pas encore obtenu les droits de brevet. Ce serait exposer le résultat de 7 années de travail d'ouvrir le cylindre. Je pars pour Washington cette semaine pour obtenir les droits de brevet. Quand je reviendrai, je montrerai volontiers tout et je ne peux que dire « Attendez jusque-là et le temps nous le dira ». J'ai défié toutes les lois des manuels pour perfectionner l'invention. Il apparaît sur l'ordre du téléphone sans fil, mais il est décidément différent. Sauf que l'électricité provient de l'air. Il fonctionnera n'importe où, sauf sous l'eau. L'automobile n'est qu'un simple test. Le générateur éclairera les bâtiments, supprimera les turbines à vapeur et, en fait, propulsera tout type de moteur. J.M. Davis, le propriétaire de la société Davis Electric Garage, au 921 East 14e Avenue, est l'un des plus anciens électriciens de Denver et a fait une étude approfondie du générateur. L'électricien a foi en elle. Je crois que M. Hamann a au moins fait l'invention qui révolutionnera l'énergie, a déclaré M. Davis. Bien sûr, nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur du générateur et l'inventeur serait stupide de nous le montrer. Nous savons depuis longtemps qu'il existe certains minéraux qui, s'ils étaient correctement disposés ensemble, fourniraient de l'énergie. Cela, en substance, selon les plans de l'invention, est la base de l'ensemble. Si le générateur a été perfectionné au point de propulser une automobile, le reste de son travail est assuré. Ce sera la plus grande invention de l'époque. L'électricité obtenue par l'air, passant d'abord par le générateur, serait disponible pour n'importe quel usage. M. Davis a été tellement impressionné qu'il a offert l'utilisation de son bâtiment pour le siège social de M. Hamann. Hamann, qui n'a que 28 ans, est venu à Denver de Spokane, Washington. Il est ingénieur électricien et vit à l'hôtel Argonaut. Alors là, on se l'imagine encore mieux l'industrie pétrolière, et même les gouvernements. Je les vois sauter sur leur chaise. Comment de l'énergie gratuite et illimitée pour tous, plus d'énormes profits, plus de taxes, moins de contrôle sur les populations, mettons rapidement un terme à tout ça. Sur cette carte de 1917, nous pouvons voir les stations de charge de batteries publiques pour véhicules électriques en Grande-Bretagne. C'était apparemment bien développé. Sur cette photo de 1943, nous voyons de nombreux taxis électriques en Espagne. Voici Gustave Pierre Trouvé, un génie français dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Il est né le 2 janvier 1839 à La Haye-des-Cartes, Indre-et-Loire, France, et mort le 27 juillet 1902 à Paris. Il était un ingénieur électricien et très respecté pour son talent novateur en miniaturisation. À partir de 1865, Trouvé installe un atelier dans le centre de Paris où il innove et brevette de nombreuses applications. Je ne vous énumérerai pas toute la liste de ses inventions, mais sachez que c'est plusieurs dizaines, voire une centaine. Par exemple, 1864, moteur électrosphérique à tube Gessler, 1865, gyroscope électrique, 1866, fusil électrique, oui vous avez bien entendu, 1870, dispositif imitant le vol des oiseaux, 1881, bijoux électriques lumineux, 1887, modèle fonctionnel d'hélicoptère électrique. C'était le géotrouve-tout français, un génie. Un reportage de médias britanniques a titré Trouvé comme l'inventeur du premier véhicule électrique. Fait troublant, lorsque la concession obligatoire de sa tombe dans le cimetière de sa ville natale de Descartes n'a pas été renouvelée, les restes de Trouvé ont été jetés dans la fosse commune. Ces archives ont été détruites en février 1980
lors d'un incendie accidentel à l'hôtel de ville. Peut-être qu'il ne faisait pas partie de ce club select qui permet de survivre à l'histoire. Peut-être aussi qu'il était important d'étouffer le bruit de ses travaux, de ses recherches, de ses fabuleuses inventions à une époque où les gens, nous dit-on, se déplaçaient à cheval et en calèche. Ça ne collait pas avec le récit officiel. Nous pouvons voir sur ces photos des véhicules électriques en charge il y a environ 115 ans. Une dame charge sa Columbia Victoria Mark 68 de 1912. Pour la charge des batteries, un redresseur à arc au mercure, Mercury Arc Rectifier, était utilisé. Il servait à convertir le courant alternatif haute tension, ou à courant élevé, AC, en courant continu, DC. Il s'agit d'un type de tube rempli de gaz à cathode froide, mais il est inhabituel en ce que la cathode, au lieu d'être solide, est constituée d'un bassin de mercure liquide et est donc auto-réparatrice. En conséquence, les vannes à arc au mercure étaient beaucoup plus robustes et durables, et pouvaient transporter des courants beaucoup plus élevés que la plupart des autres types de tubes à décharge de gaz. Le mercure liquide semble très efficace dans le domaine électrique, un peu trop peut-être. Aujourd'hui, on nous dit que c'est extrêmement toxique. Nous voyons un modèle de batterie Edison d'origine utilisé dans la voiture électrique de Détroit de 1914, appartenant à Steinmetz. Puis, un autre modèle de la même période environ. Nous voilà aux brochures de vente de véhicules électriques d'époque. Nous avions l'électrobus, exploité par la société London Electrobus Co., et toutes sortes d'autres camions, bus électriques, etc., à la vente pour des besoins divers et variés, allant des ambulances aux livraisons. Nous avions la Fritsch électrique et ses 160 km en une charge, la Studebaker et beaucoup d'autres modèles. Les véhicules électriques étaient courants vers la fin du 19e siècle, début 20e. Voici les voitures de course électriques de Walter C. Baker, appelées torpilles, construites entre 1901 et 1903. Elles lui ont permis de devenir le premier homme de l'histoire à franchir la barre des 100 miles par heure en voiture, 160 km/h. C'était en 1902, il y a 121 ans. Ça, c'est la Torpedo Kid. La forme aérodynamique de ces torpilles était des décennies en avance sur tout ce qui se faisait. Aucune de ces marques de vitesse n'est entrée dans un livre des records. Walter C. Baker a régulièrement accidenté ses voitures. Il est devenu connu sous le nom de Bad Luck Baker. Ce qui lui a probablement sauvé la vie dans tous ces accidents, ce sont des ceintures baudrier. Une idée, encore une fois très moderne pour l'époque. Où ont-ils obtenu ces solutions technologiques et de conception en 1902 ? Je suis vraiment étonné de ne jamais avoir entendu parler de ces prouesses. À croire que Walter C. Baker a volontairement été caché sous un tapis. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez son histoire, ses réalisations. Le bel intérieur de la torpille électrique Ricoeur de 1901. En 1861, une loi routière a été créée pour réglementer le transport à vapeur au Royaume-Uni. Le UK Locomotive on Highway Act de 1861. Dont nous voyons les plaques informatives d'époque en photo. Il est important de comprendre que nous ne parlons pas ici de train de chemin de fer. Nous parlons de transport routier régulier. Quel genre de route pouvait-il avoir en 1861 ? Une piste de calèche était appelée autoroute ? C'est curieux. J'ai donc décidé de creuser, car dans l'imaginaire collectif que l'on nous a enseigné, le récit cheval et calèche
seul le début du XXe siècle a été le tournant lorsque les gens sont passés des chevaux aux machines. Cette loi n'a pas été créée pour 3 ou 5 machines expérimentales. En réalité, nous pouvons repousser la date à 1834, comme nous pouvons le voir dans cet article. Une loi de 1834 stipulait: pour chaque chariot déplacé, ou propulsé, ou mis en mouvement par de la vapeur, ou des machines, ou toute autre puissance ou agence que la puissance animale, le péage doit être de 2 sur 6 par roue pour chaque roue de celle-ci. On dirait que dans les années 1860, il y a pu avoir un réseau bien développé d'autoroutes. Vue à Regent's Park, 1831. On peut y voir de nombreux véhicules à vapeur. La circulation est dense. Je n'imaginais pas du tout une telle diversité de véhicules. Des sortes de motos, scooters, des voitures, des camions, bus. Chariot ou bus à vapeur, Gurney Goldsworth, 1828. Autopsie dans les années 1830. Le chariot à vapeur, conçu et construit par le Dr Church de Birmingham en 1832-1833. Hancock's Enterprise Steam Omnibus. En 1769, nous avons le Fardier de Cugnot, qui est considéré comme la première automobile de l'histoire, car c'est le premier véhicule terrestre capable de se mouvoir seul, sans l'utilisation de la force animale, ici grâce à la vapeur. Construit en 1769 par Nicolas-Joseph Cugnot, ingénieur militaire français, cet engin militaire était destiné à déplacer les canons ou leur affût. Resté à l'état de prototype, il n'a jamais servi. Cette photo est curieuse. Il s'agit d'un camion de pompiers à vapeur de 1882. Ont-ils simplement utilisé un de 1832? Où sont passés les 50 ans de développement? La voiture à air comprimé de Roy J. Meyers de 1832, avec son système de freinage qui était activé par l'air comprimé. Elle pouvait parcourir 800 km à 57 km/h, pratiquement gratuitement. Ça n'a pas dû plaire à l'industrie pétrolière, etc. Monsieur Meyers a été proclamé fraudeur. Entre 1867 et 1895, aux États-Unis, un certain Sylvester Howard Roper a construit des vélos ou motos à vapeur. Celles-ci pouvaient parcourir 13 km à 70 km/h environ. Il est mort par accident lors d'une tentative de record de vitesse sur circuit et a fini dans le sable. Dans les années 1930, nous avions ça aussi, des parkings automatiques verticaux dans des immeubles. Concept intéressant pour gagner de la place dans des zones à forte fréquentation. Ceci était moins esthétique. Ah, les trottinettes motorisées du début du siècle dernier. Livraison du courrier en 1915-1920. Quand je vois ces photos, j'ai l'impression de vivre dans une sorte de boucle temporelle. Ça me fait le même effet aussi quand je vois les véhicules électriques en charge, il y a 115 ans environ. Les trottinettes de la marque américaine Autoped que l'on voit en photo fonctionnaient avec de l'essence, mais il en existait également des électriques. Elles pouvaient atteindre 32 km/h. Elles étaient populaires aux États-Unis, où elles étaient utilisées par les postiers et policiers. Le brevet fut repris par Narlo au Royaume-Uni et Krupp en Allemagne. Les archives montrent que le premier brevet pour un dispositif de transport personnel électrique, une motocyclette électrique, a été déposé à la fin de 1895 par l'inventeur Ogden Bolton Jr. de l'Ohio, aux États-Unis. La conception d'Ogden est rudimentaire par rapport aux normes d'aujourd'hui, mais elle était révolutionnaire à son époque. Patin électrique en 1905, il y a pratiquement 120 ans. Vraiment étonnant. Le Chilovski Gyrocar, construit en 1912 pour le comte russe Piotr Chilovski, avocat et membre de la famille royale russe. Cette voiture à 2 roues, chose impensable normalement, tenait l'équilibre, ne tombait ni à gauche ni à droite, à vitesse lente ou élevée, grâce à un gyroscope, technologie fantastique que je ne connaissais pas et qui pourrait être utilisée dans de nombreux domaines à l'heure actuelle. Un monorail a été créé en 1910 par Louis-Philippe Brennan, un inventeur australien d'origine irlandaise.
Ce monorail avait un système similaire à gyroscope pour le maintenir à l'équilibre. Denis Papin, né à Chitenay, en France, en 1647, et mort à Londres en 1713, a eu l'idée, au XVIIe siècle, d'utiliser l'air comprimé. En 1687, il dévoile une nouvelle invention pour transmettre la puissance pneumatique. Oui, il est bien l'ancêtre en ligne directe de Jean-Pierre Papin. JPP, mon idole de jeunesse de l'Olympique de Marseille. Ballon d'Or 1991, un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Et ambassadeur de la marque de boisson Cacolac. Bien sûr, je plaisante les amis, mais JPP, il reste dans mon cœur. Le 2 août 1800, un brevet anglais déposé par George Medhurst proposait de propulser un chariot, locomotive, à l'aide d'air comprimé, comme nous le disent ses écrits. En 1828, Bompas déposa un brevet pour une locomotive à air comprimé en Angleterre. Le premier chariot à air comprimé dont il existe un récit authentique a été construit par deux Français, Andro et Tessier du Mottet, en 1840. Ce modèle parçay se trouve au York Railway Museum en Angleterre. Il aurait été construit en 1845. En 1872, en France, le moteur à air comprimé Mekarski, du nom de son inventeur Louis Mekarski, ingénieur polonais vivant en France, a été utilisé pour le transport routier sur rail. Il représentait une avancée extrêmement importante en termes de moteur pneumatique, en raison de son utilisation avant-gardiste de la thermodynamique, assurant que l'air était chauffé en le faisant passer à travers des réservoirs d'eau bouillante, augmentant également son autonomie entre les pleins. De nombreuses locomotives sont fabriquées et un certain nombre de lignes régulières sont même ouvertes, la première à Nantes en 1879. On voit sur cette photo qu'il existait également des tramways électriques fonctionnant avec des batteries. L'autorail à air comprimé Boyette de 1934. La propulsion de base de cette pièce d'excentricité était assurée par de grands réservoirs d'air comprimé. Celui-ci a également été ridiculisé en raison de sa pulsion perpétuelle. Selon cet article du New York Times du 25 janvier 1897, des tricycles à air comprimé étaient utilisés pour la distribution du courrier à Chicago. L'inventeur se nommait Hartley. Ce système a permis de résoudre la livraison rapide du courrier. Tant que l'air sera libre, cette technologie restera aux oubliettes. Je n'ai aucun doute qu'elle a disparu parce que certaines personnes ont trouvé plus de profit en facturant l'essence à ce monde. Bien sûr, ils nous ont expliqué pourquoi ce mode d'air comprimé n'est pas adapté à la société d'aujourd'hui. Voilà quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Que dites-vous d'un train électrique qui allait à 160 km/h avec un design aérodynamique rappelant le TGV en 1893? Brochure du Chicago et St. Louis Electric Railroad, annonçant les travaux, commencés le 6 octobre 1892, s'étendant rapidement dans les deux sens, pour une ligne de chemin de fer entièrement électrique allant de Chicago à Saint-Louis. Au milieu du 19e siècle, il y avait une technologie de transport souterrain que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'hyperloop, appelé anciennement chemin de fer pneumatique, chemin de fer atmosphérique ou aspirateur. Cette technologie a été utilisée à New York, après 1867, Beach Pneumatic Transit, dans une ligne de métro sous Broadway de 1870 à 1873. À Londres, en 1864, Crystal Palace Pneumatic Railway. Et même plus tôt, George Medhurst, qui a déposé un brevet en 1800, dont je vous ai déjà parlé, a construit une gare pneumatique pour les voitures de voyageurs à Londres de 1844 à 1847. La première ligne de chemin de fer atmosphérique au monde a été ouverte en 1843 à Dalkey en Irlande, le Dalkey Atmospheric Railway. Ces informations ne sont pas un secret, bien que peu de gens soient au courant de ces réalisations en avance sur leur temps. Nous voilà 150 ans plus tard, et cette technologie n'a toujours pas été mise en œuvre. Elon Musk a un projet Hyperloop pour le transport des personnes et marchandises, mais il n'a toujours pas vu le jour. Aussi, regardez l'incohérence, l'inadéquation sur cette image. Un métro Hyperloop à Broadway et des chevaux sur les routes au-dessus.
Ces projets ont été fermés pour diverses raisons financières et par manque de soutien politique à l'époque. Mais était-ce vraiment la raison de la rentabilité financière? Ou bien les esprits brillants du 19e siècle étaient incapables de relancer une technologie qui a survécu à l'effondrement de la précédente civilisation, celle qui aurait disparu en même temps que l'empire de Tartaria. La technologie de transport pneumatique a également été utilisée pour la livraison du courrier à New York jusqu'en 1953, à Londres, à Dublin et à Paris jusqu'en 2004 entre les bâtiments gouvernementaux. Le métro de New York, conventionnel, ce que nous avons aujourd'hui, a été introduit en 1904. C'est environ 37 ans après le Beach Pneumatic Transit. Ces images du Londres souterrain démontrent le décalage évident entre les connaissances générales que nous avons sur le 19e siècle et les réalisations et luxes qu'ils avaient réellement. Aujourd'hui, nous exploitons des camions de livraison, des fourgonnettes et d'autres véhicules de services postaux. Dans les années 1860, ils ont mis en place le système Hyperloop pour livrer le courrier. Après avoir vu toutes ces différentes technologies, pour les trains et tramways, nous avions ça, des voitures à cheval, des tramways tirés par des chevaux. Cela vous semble logique? Pourquoi les gens seraient passés par les obstacles liés au développement, à la production et à l'installation d'un système ferroviaire complet pour l'utiliser simplement dans une combinaison de voitures à chevaux? Cela devait bien sûr inclure le développement et la production de la voiture elle-même. Tout comme je l'ai mentionné, la plateforme est devenue connue sous le nom de voiture à cheval. Wikipédia contient sa propre explication de cet événement de voiture à cheval. Le tramway tiré par des chevaux, ou voiture à cheval, était une forme précoce de transport ferroviaire public qui s'est développée à partir de routes de transport industriel qui existaient depuis longtemps et à partir des lignes omnibus qui circulaient pour la première fois sur les rues publiques dans les années 1820, en utilisant le rail ou le tramway en fer ou en acier nouvellement amélioré. Le bon sens suggère qu'une personne normale n'irait jamais produire tout un système ferroviaire pour simplement tirer des wagons avec des chevaux. En effet, aucun d'entre nous ne penserait que les configurations fournies dans ces images étaient destinées à être utilisées telles quelles. Voici ce que je soupçonne. Des chevaux tiraient des tramways qui avaient à l'origine des capacités électriques intégrées. Les wagons à chevaux de chemin de fer pourraient être un tampon sur la chronologie mensongère qui nous est présentée. Leur émergence pourrait signifier que la capacité d'alimenter correctement ces tramways a été perdue ou en quelque sorte interdite. Nous avons cette photo emblématique de Toulouse d'avant 1914. Après toutes les technologies qu'on a vues, il est complètement fou d'avoir des tramways tirés par des chevaux à cette période. Surtout que l'on voit en haut des colonnes des sphères sûrement métalliques comme pour le système à énergie libre de Hamann, avec son générateur atmosphérique et ses deux sphères en laiton. Ces tramways étaient-ils alimentés en énergie libre avant qu'on impose le retour à la traction animale? Qu'est-ce qui est venu en premier? La poule ou l'œuf? On retrouve une invention fantastique de notre géotrouve-tout national. Gustave Trouvé a inventé un bateau électrique en 1881. Ça me laisse sans voix. Et là, un sous-marin électrique russe, le Piotr Kochka, en 1902. Ce sous-marin semi-expérimental, équipé uniquement d'un moteur électrique alimenté par batterie, a été construit dans le plus grand secret. Il n'était même pas inscrit sur les listes de la flotte et les documents du département maritime ne contiennent presque aucune information à son sujet. On finit avec la cloche électrique d'Oxford, le mystère de la batterie en fonctionnement continu depuis 1840. Le Clarendon Dry Pile a été acheté par Robert Walker en 1840. Il se compose de deux queues secs voltaïques recouverts d'une couche isolante de soufre, reliées en série et, à leur extrémité inférieure, à deux cloches. Entre les cloches est suspendue une sphère métallique d'environ 4 mm de diamètre qui est attirée alternativement par les cloches et transfère la charge de l'une à l'autre. La fréquence de son oscillation est d'environ 2 Hz. Jusqu'à présent, les cloches ont sonné de l'ordre de 10 milliards de fois. La construction interne des piles elle-même reste sujette à conjecture. Mais les enregistrements de curiosités populaires similaires de l'époque, par exemple les piles de Zamboni, indiquent qu'elles sont probablement constituées de couches alternées de feuilles métalliques et de papier
recouvert de dioxyde de manganèse. Le livre Guinness des records l'a sous la batterie la plus durable au monde, offrant une teinte incessante. On le voit, mais on ne l'entend pas, car la sonnerie est étouffée dans la vitrine du rez-de-chaussée près de l'entrée principale du laboratoire Clarendon. Une entreprise londonienne de fabrication d'instruments, nommée Watkins & Hill, a construit la cloche d'Oxford en 1825, et une note a pu être trouvée ci-jointe dans l'écriture de Robert Walker. Set up in 1840. Construit en 1825. Cela fait donc 194 ans, et la chose est toujours en cours d'exécution. Toute cette histoire est complètement folle. Personne, prétendument, ne sait ce qu'il y a à l'intérieur, et personne n'est impatient de le savoir. Vraiment, ils ne peuvent pas enquêter davantage, parce que cela ruinerait l'expérience de voir combien de temps cela durerait. Je pense que la technologie dans ces anciennes batteries pourrait certainement être reproduite à plus grande échelle. Avec la volonté et les techniques connaissances actuelles, cela pourrait être un des nombreux moyens de fournir aux gens de l'énergie quasi gratuite, quasi infinie.